Le naufrage a finalement connu un dénouement heureux. Jean Le Cam a réussi le sauvetage en pleine nuit. Il cohabite pendant plusieurs jours avec Kevin Escoffier à bord de son bateau, mais pour poursuivre son tour du monde en solitaire, il doit désormais le débarquer, alors que la flotte du Vendée Globe se trouve au beau milieu de l'océan Indien. Ensuite seulement, la course reprendra pour Jean, alors que le tourbillon médiatique débutera pour Kevin. Par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 6e et dernier épisode. L'incontournable Jacques Caraès, d'abord le directeur de course du Vendée Globe. Ce bâtiment de guerre, le Nivose, par sa hiérarchie, a été autorisé à venir à la rencontre de Jean, parce que c'était sa roue de retour aussi, et sa fin de mission avant Noël pour revenir à La Réunion. Kevin Escoffier, ensuite, que tout le monde appelle alors le naufragé. Et ensuite, avion sans papier. C'est pas souvent non plus que tu voles sans papier du tout. T'as le préfet qui appelle la PAF, la police de l'air et des frontières, et qui dit écoutez, non, c'est bon, vous pouvez le laisser passer. Fabienne Morin, responsable communication de PRB, qui organise la tournée des médias au retour de Kevin. C'est là où Kevin a appris, je crois, la dimension de ce qui se passait en fait. Et il était très surpris de tout ça. Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq, qui a participé aux recherches de Kevin et qui a remporté le Vendée Globe fin janvier, l'occasion de retrouvailles avec Kevin, forte en émotion au Sable d'Olonne. Je sais pas si tu l'as rêvé, si c'était un cauchemar, si c'est réalité, est-ce qu'on a vraiment été repêché pour de vrai. Là, c'est la première fois que je le touche, Là, je peux sentir qu'il est en chair en os. Enfin, Sabrina Millien, la femme de Kevin, elle aussi fil rouge de ce podcast, qui a vécu un contre-coup psychologique au retour de son mari. La journée, ça allait, mais la nuit, je faisais beaucoup de cauchemars. Donc, j'ai été aussi, comme on dit, me faire aider par des professionnels parce que, en fait, il va retourner en mer. Et ça, je le sais, je l'ai toujours su. Ce 6e et dernier épisode raconte ainsi l'après, mais une fois Kevin sauvé, tout n'est pas encore réglé pour l'organisation du Vendée Globe, qui doit aussi faire valoir des compensations pour les skippers qui se sont déroutés pour le sauvetage et qui sont ensuite repartis en course. Des compensations qui auront des conséquences directes sur le classement de la course, puisque Yannick Bestaven sera 3e sur la ligne d'arrivée, mais reclassé 1er grâce à ses 10h15 de bonus. Je savais que le Nivose était là, ce fameux bateau militaire qui surveille les pêches dans les zones australes. Et j'avais déjà un contact avec le commandant avant de partir. Quand il était à La Réunion, on s'était appelé, voilà, on savait qu'on pouvait peut-être voir les bateaux. Donc j'avais un contact privilégié avec le bord qui n'était pas dans la hiérarchie habituelle. Donc j'ai eu un petit blâme là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est l'efficacité des choses. Parfois, pour aller droit au but, on a quelqu'un qui est opérationnel, on appelle l'opérationnel. Donc c'était tout à fait humain. Ce bâtiment de guerre, le Nivose, par sa hiérarchie, a été autorisé à venir à la rencontre de Jean, parce que c'était sa roue de retour aussi, et sa fin de mission avant Noël pour revenir à La Réunion. Donc on a travaillé ensemble sur un lieu de rapprochement. Le plus compliqué, c'était en amont, c'est-à-dire de trouver un point. J'ai passé en routage, etc. J'ai passé beaucoup de temps de se trouver un point qui était acceptable pour faire le transbordement suivant les critères de la marée nationale, c'est-à-dire moins de 25 nœuds de vent, moins de 5 mètres de mer. C'est des endroits où les dépressions sont actives, ça va vite, donc il faut trouver la bonne opportunité. Ils ont mangé à bord à deux, donc il y a l'avitaillement du bord. Forcément, il a tapé dans la cambuse de Jean. Le Nivose, rapidement, me propose de réavitailler éventuellement à cette rencontre le bateau de Jean Le Cam. Donc l'équipage, le commis du Nivose cherche à faire le mieux possible. Qu'est-ce qu'il aime? Du chocolat, du pâté ENAF. Ils avaient mis du courrier aussi des marins du Nivose qui avaient écrit un courrier. Beaucoup de marins avaient écrit un mot de sympathie. Oui, il y a beaucoup d'émotions, et l'émotion encore plus forte, sachant qu'on est loin de tout, quoi. C'est un désert maritime. La solidarité des marins, des gens de mer, comme on dit, elle est présente, elle est là, et c'est ça qui fait aussi l'ADN de tous ces navigateurs. Le commandant du Nivose, l'équipage ont été remarquablement efficaces en n'hésitant pas à modifier leur trajectoire pour que cette rencontre se fasse le mieux possible. Et ça, c'était aussi un très bel échange avec la marine. Et là, il y a eu pour moi un petit ascenseur émotionnel à nouveau.
ça a été en fait le jour où la récupération était prévue. Nous, voilà, pour moi, je m'étais dit, ça y est, c'est bon, c'est la fin de l'histoire. Mais sauf que c'est pas si simple de récupérer un marin qui débarque d'un IMOCA 60 pieds pour embarquer sur une frégate au milieu de l'océan Indien. Il n'y a rien de simple en réalité. Et quelques heures avant l'heure prévue de la rencontre, Kevin m'a un peu alertée en me disant écoute, je suis pas sûre que ça le fasse. Et là, moi, par contre, d'entendre ça de la bouche de Kevin, ça m'a vraiment coupé les jambes, quoi. Je me suis dit, comment ça c'est maintenant, en fait. Ça peut pas durer encore cette histoire et on peut pas remettre ça en question parce que derrière, s'il y avait pas cette solution-là, il y en avait pas une autre, il y avait pas un plan B là tout de suite derrière. Donc, en fait, Kevin était très inquiet des conditions de mer et de vent. Et à ce moment-là, j'ai été en copie d'un échange de la part du commandant qui lui aussi était très inquiet à l'approche. Il y avait beaucoup de mer, il y avait 5 mètres de creux et qui confirmait que dans ces conditions, le sauvetage, la récupération de Kevin n'était pas possible. Mais finalement, ça a pu se faire et c'est là où vraiment moi j'étais soulagée, quoi. Là, Jean, il repasse tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'on avait fait chacun 3 semaines tout seul. 5 jours à 2 et tu sais que tu repars tout seul et tu repars pas tout seul pour aller au soleil, hein. Donc c'est pas anodin, hein. Faut voir quand même que on le sait, on le voit sur les vidéos, hein. C'est souvent psychologiquement dur de le faire tout seul et de rester tout seul, mais là quand tu passes par une phase avec beaucoup d'émotions où t'es à 2, c'est les montagnes russes en termes d'émotions. Kevin, il n'avait plus de papier, donc fallait gérer ses papiers, donc il y avait quand même pas mal de choses, je dirais, à la fois de l'ordre de la communication puis pratico-pratique, et tout en ayant Kevin qui nous racontait ce qu'il vivait à bord du Nivose et qui était une nouvelle fois un truc un peu extraordinaire avec un accueil fabuleux par l'équipage du Nivose, avec un partage aussi avec cet équipage qui a été vraiment formidable, quoi. Je n'avais jamais embarqué sur un bateau de la Marine nationale, donc je découvre une autre organisation, un autre métier, des gens très sympas qui m'ont bien accueilli, très bien accueilli. Je découvre aussi un lit, la douche, donc ça c'est agréable, la cantine. Ensuite on a débarqué à La Réunion, 2 jours de soleil où j'ai travaillé un petit peu avec les commerciaux de chez PRB qui sont basés à La Réunion pour des clients à eux et tout, on en a profité quand même. Et ensuite avion sans papier, c'est pas souvent non plus que tu voles sans papier du tout. T'as le préfet qui appelle la PAF, la police de l'air et des frontières, et qui disent écoutez, non, c'est bon, vous pouvez le laisser passer. Après c'était assez facile, c'était Réunion France. En quelques jours, il a vécu 1000 vies, quoi. Ma famille n'est pas venue à La Réunion, parce que au début on a hésité, parce que je devais peut-être avoir le droit de prendre quelques jours à La Réunion pour me reposer. En fin de compte, on s'est dit non, faut que tu sois en France pour les médias. Je sais même plus, je fais 2 jours, je crois, 2 jours à fond à Paris avec les médias. On l'a embarqué avec mon équipe pour une tournée média sur les chapeaux de roue. Voilà, et c'est là où Kevin a appris, je crois, la dimension de ce qui se passait, en fait. Et il était très surpris de tout ça. Il se demandait pourquoi autant d'attention autour de ce qui lui était arrivé, autour de l'histoire avec Jean, et il était assez dans le questionnement. Je dis pas que je ne comprends pas, je comprends forcément. Je découvre plus l'engouement médiatique, je découvre l'émotion que les gens ont pu avoir, et je le comprends. Je dis simplement que, en termes personnels, ce qui me faisait bizarre, c'est que pour moi, j'étais dans une situation d'échec, et on parlait de moi. Et j'aurais préféré qu'on parle de moi pour avoir fait un beau résultat sportif. Je venais pour faire du sport. Et moi, pour moi, c'est un échec. C'est-à-dire que je casse un bateau, je le perds, et j'abandonne. Donc forcément, ça a fait exploser la notoriété aussi de Kevin, qui était un coureur pas très connu. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de retenir qu'il y a un vainqueur sur ce Vendée Globe. Et donc voilà, j'espère que les gens vont pas retenir de ce Vendée Globe-là que l'histoire Jean Le Cam, Kevin Escoffier. Parce que le Vendée Globe, c'est quand même du sport et de la compétition avant tout.
Je dis ça en rigolant, mais c'est pas qu'en rigolant. Je pense que je suis allé vite aussi dans le sud par peur aussi, tu vois, le fait de pas avoir envie d'y rester trop longtemps. C'est vrai que du coup, ça a mis sur la course, ça a jeté quand même un petit coup de froid, quoi. Tu te dis, son bateau a cassé, pourquoi le mien il pourrait pas casser? Donc déjà, tu as un peu peur quand tu repars de te remettre dans la course et de tirer sur le bateau. Tu y vas pas de la même façon au début. C'est humain, hein, c'est quand il y a un accident comme ça aussi fort, aussi percutant, ça laisse pas insensible. C'est comme sur la route, quand vous voyez un accident sur la route, vous ralentissez, hein, c'est tout à fait humain. Donc moi je transmets après effectivement ce rapport au jury, rapport de temps, qu'on met un certain temps à élaborer parce qu'il faut être précis. On donne les temps qui on a dérouté à telle heure, donc tout ça c'est sur notre livre de bord, une main courante que l'on tient de façon informatique, donc on a tous les détails, et en espérant que le jury prenne la meilleure décision. Et une fois que tout ça est fait, le jury délibère, donne les temps de compensation qu'on envoie tout de suite par mail aux marins. Pour Boris Herman, c'était 6 heures, pour Jean, c'était 16 heures et 15 minutes, et pour Maître Coq, c'était 10 heures et 15 minutes. Et les autres étaient hors course, puisque du coup, malheureusement, ils ont eu une avarie et n'ont pas pu continuer leur course. C'était donc Arkea, Sébastien Simon. Du coup, lui n'est pas rentré dans ce débat, en tout cas. Puis c'est vrai qu'on était loin d'imaginer que en remontant l'Atlantique Nord, on serait dans un mouchoir de poche pour 7-8 bateaux. Et à tel point que le podium, déjà en temps réel, on ne le connaissait pas, mais plus ces temps de compensation, on était incapable. Chacun faisait ses pronostics, mais on était incapable de le dire, ça se jouait à quelques minutes près. Humainement, je voulais être là, surtout pour les arrivées des gens qui étaient venus me secourir. Et puis, moi, c'était aussi l'occasion de venir les remercier. Enfin, ils me l'ont quand même ramené, quoi. De l'émotion, et puis de la joie, et puis une page qui se tourne. C'est aussi la fin de quelque chose. Enfin, Kevin, en gros, il m'a dit, je les ai remerciés, la boucle elle est bouclée, quoi. Voilà, c'était un peu ça aussi, peut-être dans un processus, je sais pas, de deuil ou d'acceptation, je sais pas comment on peut décrire ça, mais. Et on sent que dans cette accolade, il y a plus qu'une retrouvaille. La main qui est serrée, les yeux ils sont dans les yeux, le front est contre le front. Ce qu'il me dit aussi, il est admiratif aussi de ma course. On l'a cherché et on l'a pas retrouvé physiquement. Jean l'a retrouvé physiquement, mais pas nous. Et c'est hyper dur de faire le deuil de ce moment-là, en fait, de cette période, et d'être. Tu sais pas si tu l'as rêvé, si c'était un cauchemar, si c'est réalité, est-ce qu'on a vraiment été repêché pour de vrai. Et c'est la première fois que je le touche, que je le. Là, je peux sentir qu'il est en chair en os. Ça laisse des traces, tout ça, c'est très fort. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. On est un peu frères de sang après. On a vécu quelque chose ensemble qui était assez incroyable et unique. Je vis plutôt bien ce retour parce que j'ai pas l'impression la casse subie par PRB pour moi n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que le bateau a cassé, voilà, c'est une casse mécanique. J'avais renforcé le bateau autant que je pouvais. Maintenant, je pouvais pas tout refaire sur le bateau, tout renforcer. C'est juste pas possible. Je savais que je pouvais avoir un panneau, c'est-à-dire une zone de fond de coque qui pouvait être endommagée par une vague. Donc j'avais de quoi réparer tout ça à bord. J'avais de quoi réparer des voiles. Mais par contre, de casser le bateau en deux, pour moi, non, c'était pas quelque chose de et pas de façon aussi brutale. À la limite, tu peux, taper très très fort avec la quille, que ça endommage ton fond de coque, mais que ça te laisse le temps de réagir. Non, il n'y a pas d'explication. Peut-être que j'avais endommagé le bateau 2 heures avant. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution évidente. Est-ce que le bateau avait un endommagement préalable ? C'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas les morceaux, c'est très compliqué de juger, quoi. Le vrai contre-coup, je l'ai eu quand il est rentré, en fait. Je l'ai eu mi-décembre quand il est rentré, où là, en fait, c'est comme si j'avais eu cette espèce de en fait, j'étais en mode un peu automatique, donc c'est-à-dire il va bien, je tiens, et il arrive,
Et en fait, c'est comme si j'avais dit là, c'est bon, maintenant je peux m'autoriser à aller moins bien en fait, parce qu'il est là. Donc du coup, là j'ai eu une fatigue énorme. Les vacances de Noël ont été épuisantes. Et en fait, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Donc la journée ça allait, mais la nuit je faisais beaucoup de cauchemars. Et alors c'est pas très joyeux, hein, je vais un peu plomber l'ambiance, mais en fait je rêvais dans différentes circonstances. Donc un coup en dîner de famille, un coup à la plage, un coup dans la rue, un coup à la maison, de devoir le réanimer. Jusqu'au moment où des gens arrivaient et me disaient « Mais non, Sab, il est mort, il est parti. » Et lui, dans mon rêve, se réveillait et il me disait « Non, t'inquiète, en fait, je suis pas mort. Mais les autres, ils le croient et comme ça, on va rester tranquilles tous les deux. » Et donc, j'ai été aussi, comme on dit, me faire aider par des professionnels parce que, en fait, il va retourner en mer. Et ça, je le sais, je l'ai toujours su. C'est aussi que c'est mon travail quand même, hein. C'est mon travail, c'est une discussion, c'est marrant parce que c'est une discussion aussi qu'on avait eue avec Romain Grosjean que j'avais été voir en Suisse, qui a eu un accident. Il me dit, mais non, ma femme, elle sait bien que c'est mon travail, que c'est ma passion. Je veux dire, c'est... Là, en l'occurrence, ce sont des accidents plus graves que d'habitude, mais tout le monde a déjà eu des accidents, des casses mécaniques, etc. Et c'est pas pour autant qu'on arrête de naviguer. Regarde Jean, il a perdu 3 bateaux et puis sur le Vendée Globe, voilà, il continue. Ce Vendée Globe là, même s'il se termine mal, moi je retiens, je suis là encore une fois pour le sport, et je retiens que sportivement ça se passait bien, que j'étais dans le coup, et que c'est une des grosses raisons pour laquelle j'ai envie d'y retourner, je veux pas rester là-dessus. Puis je suis quelqu'un qui aime bien être actif, et c'est vrai que le fait que PRB m'ait confirmé qu'on repartait sur un projet tout de suite, ça me permet d'être très actif. Il y a beaucoup de choses à faire pour relancer un projet, choisir le type de bateau, avec qui travailler. Il y aurait un gros sentiment d'inachevé si on s'arrêtait là, donc il en a jamais été question en fait. À vrai dire, il n'en a jamais été question, même avant en réalité, même avant le naufrage, hein. Au départ, avant le départ du Vendée Globe, on parlait déjà de la suite. Ni Jean-Jacques Laurent, ni Kevin Escoffier ne sont des gens passifs et ils regardent pas les trains passer, donc de toute manière, c'est évident que ça allait enclencher très vite derrière, et c'est une très très bonne nouvelle. Ah bah oui, je suis chanceux. Non, je suis très chanceux. J'ai une visibilité à moyen terme, enfin voire long terme. En plus avec des gens qui humainement à qui je m'entends très très bien. Donc non, je pouvais pas rêver mieux là. La suite pour Kevin Escoffier, c'est d'abord la Transat Jacques Vabre en novembre prochain, à laquelle il participera avec Armel Lecléache sur le bateau Banque Populaire. Dès 2022, il portera de nouveau les couleurs de PRB avec déjà le Vendée Globe 2024 en ligne de mire. Merci à Kevin ainsi qu'à Sabrina, Fabienne, Jacques, Jean-Jacques, Yannick, Jean, Franck-Yves et Sébastien, les témoins de ce podcast qui vous ont raconté comment ils ont vécu cette histoire si intense. Merci à E9 de m'avoir accordé du temps. Je suis Alexis Raison et je suis fier de vous avoir présenté ce documentaire audio, cette série de 6 épisodes qui a été réalisée par Mathieu Viguier du studio Cued. C'est grâce à ses talents de montage, de mixage et surtout de mise en son que vous avez pu vivre cette expérience immersive. Un grand merci à lui, ainsi qu'à Louis Chabin, qui a assuré avec adresse l'ensemble des prises de son. Onde de choc est produit par Podio. C'est une des premières productions de ce nouveau label de podcast dédié au sport, lancé avec mon partenaire François Pinet, que je remercie également. Je vous encourage maintenant à aller visiter notre site internet podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. N'hésitez surtout pas à écouter nos autres contenus, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à venir échanger avec nous et aussi, bien sûr, à partager ce podcast autour de vous. Onde de choc est soutenu par PRB. PRB, c'est le spécialiste des produits de revêtement du bâtiment, mais c'est aussi un sponsor historique de la voile et du Vendée Globe. Frédéric Caillé, directeur projet et développement chez PRB depuis 1996. Kevin est venu, il a passé pratiquement une journée. Et ce qui a été vraiment sympa, il a fait le tour dans les usines, il est passé partout. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, comme moi j'ai discuté avec certains, ils disent nous Kevin on connaît pas, mais c'était comme si c'était quelqu'un de la famille quoi. Et j'ai vu moi des gens pleurer quand ils l'ont vu arriver dans les bureaux, dans les usines. C'était vraiment très très fort.
Le chemin est tracé pour Kevin. Voilà, il a lancé quelque chose, c'est PRB. Je pense qu'il peut pas s'arrêter là-dessus. Il faut vraiment continuer. Voilà. Donc l'idée, c'est bien de faire un nouveau bateau et puis de continuer cette aventure. Je pense que tout le monde est motivé pour cet événement, pour ce sport, pour continuer de développer l'entreprise à travers ce vecteur.